on accueille Anne-Priscille Trouvin qui intervient donc au nom de la Société française d'évaluation et de traitement de la douleur, et Philippe Poulain qui lui intervient pour l'AFSOS, Association francophone pour les soins oncologiques de support, et qui vont nous présenter donc à quatre mains. Vous le faites donc, vous êtes coordonnés ou vous le faites l'un après l'autre? Comment vous voulez faire? L'un après l'autre? D'accord, ok. Donc, ils vont nous présenter un état des lieux un peu de la littérature concernant cet usage du cannabis dans la douleur chronique notamment, j'imagine, et dans le contexte des soins de support en oncologie. Priscille, je laisse commencer. Oui. Bonjour à tous, donc je suis le docteur Trouvin, je suis rhumatologue et médecin de la douleur au centre de la douleur à Ambroise Paré, et donc membre de la SFETD. Aujourd'hui, je vous rapporte donc la conclusion de la question qui a été posée à la SFETD. Volontairement, pour ne pas faire redondance avec Monsieur Poulain, je me suis concentrée sur les études qui n'avaient pas trait aux douleurs du cancer, mais bien aux douleurs non cancéreuses. Alors pour mémoire, la question qui a été posée à la SFETD était de savoir si la SFETD disposait de travaux portant sur l'utilisation à des fins thérapeutiques de la plante dans des situations douloureuses, et il a été demandé à la SFETD de se positionner par rapport à une telle utilisation. Je vous resitue simplement le contexte de la douleur chronique en France, et je vous rappelle cette étude de 2008, l'étude StopNet, qui avait retrouvé une prévalence de douleur chronique chez les Français, chez environ un tiers des Français en population générale. Cette population était manifestement plutôt une population féminine, avec une prévalence qui augmentait avec l'âge et dans certaines catégories socio-professionnelles, en particulier les ouvriers et les agriculteurs. Lorsqu'on a demandé à ces gens de nous donner une estimation de l'intensité de leur douleur chronique, il faut quand même savoir que près de 20% des Français ont déclaré avoir une douleur chronique d'intensité modérée à sévère. Alors justement, une petite revue de la littérature sur l'utilisation du cannabis dans les douleurs non cancéreuses. Donc il y a cette revue de la littérature de Whiting et collègues qui est publiée dans le JAMA en 2015. dont je vous ai extrait le tableau de méta-analyse qui portait sur justement l'usage du cannabis plante, à la fois fumé et le nabiximol. Il y avait un essai avec le cannabis fumé qui portait sur 25 patients dans le groupe traitement, et 7 essais avec le nabiximol qui portaient sur un total de 660 patients dans les groupes traitement. Vous voyez que la conclusion de la méta-analyse est plutôt effectivement en faveur du cannabis. C'est le losange tout en bas du tableau. Attention, cela dit, certes, l'odds ratio est en faveur du cannabis, mais son intervalle de confiance touche 1, voire le franchit. Donc, la significativité de cette analyse est sujet à caution. Autre revue de la littérature, la même année, dans Journal of Pain cette fois-ci. Et on va retrouver certaines études qui avaient déjà été reprises dans le JAMA. Et on arrive effectivement sur, cette fois-ci, c'est une analyse bayésienne avec effectivement un odds ratio qui est en faveur du cannabis, et cette fois-ci un intervalle de confiance qui s'éloigne de 1, donc qui est significatif. Et sur cette revue de la littérature, cette fois-ci, par contre, il n'y avait que 178 patients inclus. Cela a amené l'Académie américaine de médecine à prendre position en 2017. Donc, ils ont inclus les 2 revues de la littérature que je viens de vous présenter, ainsi que 2 autres papiers de Wallace en 2015 qui portaient sur 16 patients présentant une neuropathie diabétique, et un papier de Whistler en 2016 qui portait sur 42 patients présentant des douleurs neuropathiques dans le cadre d'un traumatisme médulaire. Donc je vous ai traduit leur position, qui était de dire que bien que ces études tendaient à montrer un petit effet sur la douleur, on ne savait manifestement rien, ni des doses, ni des voies d'administration, ni des effets indésirables, et que dans ce contexte, il semblait nécessaire d'envisager plus d'études avant d'aller plus loin dans l'utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques pour la douleur.
D'autres papiers dans la littérature, plus pour situer éventuellement l'utilisation du cannabis plante dans certaines populations. Ici, un papier canadien sur l'utilisation du cannabis chez des fibromyalgiques. Vous voyez une cohorte de 450 patients fibromyalgiques. Le cannabis était utilisé par 47 patients. Et on constate que l'utilisation du cannabis est manifestement associée de façon significative à des paramètres psychosociaux qu'on va appeler plutôt péjoratifs, le sexe masculin, l'utilisation de substances illicites autres que le cannabis. Les Allemands se sont aussi intéressés au problème. Ils sont revenus à la fois sur l'expérience israélienne et sur l'expérience canadienne et l'analyse des Allemands par rapport à ces deux expériences et que, effectivement, manifestement, on ne dispose pas actuellement de suffisamment de données pour envisager, en Allemagne en tout cas, l'utilisation du cannabis plante à des fins thérapeutiques. Enfin, une étude canadienne qui rappelle l'importance, si l'on souhaite utiliser le cannabis à des fins thérapeutiques dans la douleur, l'importance de positionner ces patients dans des structures de soins dédiées et en particulier des dispensaires qu'ils ont mis en place là-bas. Ils ont noté une meilleure observance chez les patients qui étaient pris en charge dans ces dispensaires. Alors voilà la position de la SFETD sur la base de cette littérature que je vous ai présentée. C'est qu'effectivement, comme l'alcool, le cannabis semble avoir une action antalgique qui est modeste, vous l'avez vu dans les revues de la littérature. Son action est surtout observée sur l'anxiété et les troubles du sommeil. Ce sera présenté, je crois, par d'autres intervenants. Et pour autant, aujourd'hui, on ne prescrit pas de l'alcool à visée antalgique, en tout cas pas dans les CETD. Donc, il faudrait probablement rapprocher ces deux types d'utilisation, à la fois en termes comportementaux, mais aussi en termes de risques et de discussion sociétale. La caution médicale doit donc ici être très prudente et argumentée avant d'ouvrir les portes d'une utilisation médicale qui, encore une fois, n'a pas encore d'efficacité démontrée dans la littérature actuellement. La conclusion de la SFETD est donc l'absence de preuves scientifiques formelles pour proposer l'utilisation large du cannabis plante à visée antalgique, et ce, quel que soit le type de douleur non cancéreuse. Les études ou les expérimentations sont nécessaires pour évaluer aujourd'hui le bénéfice chez les patients qui seraient bien sûr en échec thérapeutique d'autres propositions et d'autre part évaluer la sécurité d'emploi dans la douleur non cancéreuse. En conclusion, malgré la demande pressante du public, la demande médicale semble peu séparée aujourd'hui de la demande récréative et nous sommes donc réservés sur l'intérêt de l'utilisation du cannabis plante dans la douleur. D'une part, le risque éventuel serait qu'il y ait une épidémie de cannabis qui viendrait à remplacer celle de l'épidémie sur les opioïdes. D'autre part, on a besoin d'évaluer correctement la concentration des différentes formulations de plantes actuellement disponibles, d'avoir des études scientifiques valables, de former les personnels et les centres de la douleur. Je reprends ici l'exemple canadien des dispensaires. Et enfin, de voir la douleur, qui est un symptôme extrêmement ubiquitaire, comme vous le savez, servir de justification à de la consommation de cannabis éventuellement récréative. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on fasse les deux interventions et puis qu'après on regroupe les questions. Philippe Poulin. Ok. On va essayer de partir. Je me dis depuis. Voilà. Donc, je suis interrogé au nom de l'APSOS. C'est un travail que nous avons fait en commun. Moi, Philippe Poulin, médecin anesthésiste, réanimateur et spécialiste de la douleur et des soins palliatifs, et le docteur Elisabeth Collin, en consultation douleur également. Donc, notre question est l'utilisation antalgique des cannabinoïdes en oncologie. Ça va être relativement large parce que en oncologie, nous avons quelques études qui sont peu nombreuses, qui sont tant sur
le cannabis extrait de plantes que sur du cannabis totalement fabriqué par l'industrie. Alors, ce qu'il faudrait savoir au niveau du cancer, déjà chez l'animal, c'est que les récepteurs ont montré une diminution de l'hyperalgésie dans différents modèles de douleur chez l'animal, notamment la douleur inflammatoire, la douleur neuropathique et également dans la douleur du cancer infligée chez l'animal. Donc ça, ce sont des données de laboratoire, je ne vais pas revenir dessus. Néanmoins, je voulais simplement rappeler les actions du système endocannabinoïde chez l'homme pour voir dans quelle mesure ça peut interférer avec la situation du patient cancéreux. Le système, donc, c'est un système modulateur qui va non seulement avoir des effets peut-être sur la douleur, mais également une réduction du stress et de l'anxiété, une sensation de bien-être de la part des patients, une amélioration de l'appétit, et ça on s'en sert en oncologie, mais ce n'est pas le but de ma présentation. Et donc il y a aussi la rééquilibration du sommeil, la modulation de l'inflammation et la diminution de la spasticité. Et c'est au travers probablement de l'ensemble de ces actions sur le système endocannabinoïde chez l'homme que pourrait intervenir une action antalgique dans le cadre du cancer. Alors bien sûr, quels sont les effets thérapeutiques des différents cannabinoïdes que l'on connaît? Ils sont variés, ils sont cités un petit peu partout dans la littérature. Ça va de la douleur à d'autres phénomènes, comme par exemple le stress, l'anxiété, etc. Alors, en usage médical, le mode d'administration de ce médicament drogue aussi pose problème. Il pose problème parce que inhaler, la nocivité du cannabis est importante puisqu'elle peut être très délétère. Et d'autre part, spécifiquement dans les populations des jeunes. Et donc chez les jeunes adultes ou chez les adolescents, il peut y avoir des lésions neurologiques qui ont été démontrées et qui sont graves et irréversibles. Alors les études à grande échelle, on n'en a pas réellement de bonne qualité et elles manquent donc pour statuer définitivement sur le potentiel thérapeutique du cannabis sur la douleur du cancer. Le cannabis médical, néanmoins, pourrait être considéré comme un médicament, mais ce médicament ne pourrait pas être fumé car on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans ce que l'on fume. On s'approche bien évidemment de certaines analyses, de la meilleure connaissance de ce qu'il y a. Et donc, probablement qu'adopter d'autres voies d'administration comme le spray, des comprimés, des gouttes ou éventuellement, dans certains cas, le vapotage serait peut-être un petit peu plus rigoureux sur ce que l'on peut administrer en usage médical. Alors, je voulais juste faire un rappel de la douleur due au cancer. On n'en est plus au schéma de Descartes. Et on sait que cette douleur due au cancer, c'est une résultante de plusieurs phénomènes que j'ai listés là, que vous connaissez tous. Mais c'est vrai qu'elle a une action c'est une douleur qui peut être nociceptive, c'est une douleur qui peut être neuropathique, qui peut être nociplastique également. Il peut y avoir des répercussions importantes et tout ça dans le cadre d'une maladie qui est une maladie qui met en jeu la vie du patient. Ce qui veut dire que traiter la douleur du cancer, ça ne peut pas se faire uniquement avec un traitement et un médicament qui agirait sur tout. Et bien évidemment, le traitement qui est proposé dans la douleur du cancer est un traitement multimodal utilisant différents médicaments et également des techniques non médicamenteuses. Alors, juste un petit crochet par la personne âgée. Il y a très peu d'études, mais j'avais repéré celle-ci qui vient de l'équipe d'Israël. Donc, on sait qu'en Israël, il y a quand même un intérêt important sur la production du cannabis. Et donc, ils ont fait des études qui ne sont pas très rigoureuses sur le plan scientifique, mais qui comptent parce qu'il y a un nombre de patients qui est relativement important. Et donc, pour des patients qui ont un âge moyen aux alentours de 75 ans,
La prescription du cannabis chez ces personnes âgées a été faite pour 66% dans la douleur et 60% c'était de la douleur du cancer. Et on remarque que pour ceux qui répondent, mais là j'ai eu des difficultés à trouver la publication dans son intégralité, pour ceux qui répondent, eh bien, la douleur semble être diminuée et la médiane passe de 8 à 4 sur 10. Par contre, il y a des effets secondaires, mais qui sont relativement peu importants, moins de 10%, surtout des vertiges et la bouche sèche. À noter que moins d'un patient sur 5 a arrêté ou réduit le traitement opioïde grâce à l'apport du cannabis prescrit. Alors, d'autres études, notamment sur... Je vous prie de m'excuser, mais je ne vois pas très bien. Sur le cannabis fumé, là, c'est encore une étude israélienne qui est critiquable sur le plan méthodologique. Néanmoins, là encore, on a près de 3000 patients cancéreux de 60 ans en moyenne qui ont été traités par du cannabis médical pour la douleur, avec une intensité qui était une intensité relativement forte, aux alentours de 8 sur 10. Mais également, ça a été donné pour d'autres symptômes. Et comme il est dit dans la publication, les patients ont pris jusqu'à 30 grammes par mois d'huile de cannabis ou de fleurs de cannabis. Alors, après un suivi de 6 mois, ils ont envoyé aux patients un questionnaire. Et pour ceux qui ont répondu, c'est-à-dire 902 patients, eh bien, du moins, ce n'est pas eux qui ont répondu personnellement, puisqu'il y en a 25% qui sont décédés, mais néanmoins, environ 20% ont stoppé le traitement. Et parmi les effets secondaires dont se plaignent le plus les patients, on retrouve ceux que l'on avait chez la personne âgée, c'est-à-dire vertige et bouche sèche. Alors le taux de réponse était aux alentours de 60%, et ceux qui ont répondu disaient qu'ils avaient une amélioration de leur situation de douleur, mais de leur situation générale. Et ça, dans la publication, c'est très très flou entre douleur et amélioration d'un état général. Seulement 45%, c'est-à-dire 4% environ, disent n'avoir eu aucune amélioration, et 4 patients disent que leur condition générale s'est dégradée durant le traitement, ce qui n'est pas étonnant vu que ce sont des patients atteints de cancer. Alors, j'ai retrouvé aussi une étude, et celle-ci, elle est beaucoup plus sérieuse puisqu'elle est randomisée contre placebo et avec un gradient de dose pour le nabiximol. Alors, c'est chez des patients cancéreux qui sont mal soulagés par un traitement classique de la douleur et notamment des opioïdes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que l'on fait ce type d'essai, on conserve les traitements pris antérieurement par le patient, quel que soit le traitement, quelle que soit la dose également, et on adjoint un traitement par ces produits. Donc là, il s'agit de 360 patients qui ont une douleur qui est classifiée comme réfractaire, qui reçoivent soit du placebo ou du nabiximol qui est donné en spray, donc soit à petite dose 1 à 4 sprays par jour, une dose moyenne entre 6 et 10 sprays par jour, et une dose relativement forte entre 11 et 16 sprays par jour. Donc sur les 360, il y en a 263 qui ont complété l'étude, et il y a un taux de réponse qui est relativement important, 30%, mais ce taux-là n'est pas significatif entre le nabiximol et le placebo. Par contre, la proportion des patients qui reportent une amélioration de la douleur est plus importante pour le nabiximol que pour le placebo. Et donc, surtout dans les doses les plus faibles. Dans les fortes doses, on ne note pas cette amélioration. Et donc, en conclusion, l'étude dit que ce produit semble efficace et sûr lorsqu'il est administré à des doses inférieures à 10 sprays par jour.
Une autre étude, cette fois-ci, qui me semble intéressante, elle n'est pas directement dans la douleur du cancer, mais c'est celui de la co-administration d'oxycodone et de cannabis fumé sur l'analgésie et ses potentiels d'abus de traitement. Cette étude s'est adressée à des fumeurs de cannabis qui recevaient de l'oxycodone à des doses variables entre 0 et 5 mg per os et qui fumaient donc du cannabis qui contenait entre pas et jusqu'à 5,6% de THC. Et on leur faisait subir un test du froid. Et lorsque le cannabis est administré seul ou avec 5 mg d'oxycodone, eh bien, il y a une amélioration du seuil de tolérance au froid. Par contre, le cannabis seul ou bien 2,5 mg d'oxycodone associé n'entraîne pas d'amélioration de la douleur. Donc, cette combinaison d'oxycodone et de cannabis actif semble être significatif, mais à des doses relativement faibles. Et le cannabis augmente l'action antalgique de l'oxycodone sans, semble-t-il, d'augmentation de l'abus des doses de cannabis. Alors, une autre étude, cette fois-ci, qui est beaucoup plus intéressante, qui est du Journal of Pain and Symptom Management, mais qui date de 2010. C'est une étude multicentrique en double aveugle randomisée contre placebo, avec des groupes donc, qui ont vérifié l'efficacité, le côté sûr et la tolérance du tétrahydrocannabinol plus le cannabidiol et le tétrahydrocannabidiol extrait chez les patients qui ont une douleur de cancer qualifiée là encore d'intolérable, réfractaire, pardon. Alors 177 patients ont été randomisés donc pour l'association des deux produits. Donc 60 a pris l'extrait et 60 ont eu le tétrahydrocannabinol seul et 59 le placebo. Alors l'analyse primaire montre que l'échelle numérique de 0 à 10 est en faveur de l'association tétrahydrocannabinol-cannabidiol par rapport au placebo, avec une amélioration qui est relativement modeste, puisqu'elle est entre 1,37 et 0,69 points sur une échelle de 0 à 10. Par contre, le tétrahydrocannabinol seul ne montre pas de différence significative par rapport au placebo. Alors, le nombre de répondeurs était dans le groupe THC seul équivalent à celui du placebo. Il y en avait 12 qui ont répondu et 12 qui n'ont pas répondu. Il n'y a pas de différence significative sur la qualité du sommeil qui a été évaluée par échelle numérique ou sur les scores de nausée dans cette étude. Donc, en conclusion, cette étude semble montrer que l'association des deux produits est efficace pour le soulagement de la douleur chez les patients qui ont un cancer avancé et qui ne sont pas totalement soulagés par des traitements opioïdes classiques. Encore une étude, cette fois-ci qui vient d'Écosse par Mary Fallon, qui est relativement récente et elle regroupe deux études chez des patients qui ont un cancer avancé avec une douleur numérique qui est relativement élevée, entre un score de 5,4 et 4,8 de base, malgré un traitement optimisé à base d'opioïdes. Dans la première étude, les patients prennent soit du Sativex, donc l'association
tétrahydrocannabinol et cannabidiol, ou le placebo. Et ils prennent ça durant 2 semaines, qui est suivie d'une période de 3 semaines de traitement, et l'évaluation se fait à l'issue. La deuxième étude, c'est une étude enrichie, puisque les patients d'abord se traitent avec du Sativex pour une période de 2 semaines, et ensuite, pour ceux qui ont une amélioration de 15% par rapport à la ligne de base de la douleur, eh bien, ils sont randomisés soit au Sativex, soit au placebo, et il y a 5 semaines de traitement. Donc, dans cette étude, regroupant ces 2 études, l'efficacité et l'amélioration de l'échelle numérique dans les 2 études ne montrent pas qu'il y a réellement une différence qui est très significative. Le traitement en faveur du Sativex est surtout observé sur la qualité de vie des patients et non sur l'intensité de la douleur. Donc là encore, on retrouve le même phénomène, c'est-à-dire une amélioration qui n'est pas directement sur la douleur, mais sur tout ce qui entoure la douleur, qui fait que la douleur, à ce moment-là, est mieux tolérée et que les patients ont tendance à la coter moins forte. Enfin, une étude qui est parue dans le Journal of Pain and Symptom Management en février dernier. C'est une étude double aveugle randomisée, placebo-contrôlée, chez des patients qui ont un cancer donc avancé. Ils prennent donc soit du nabiximol ou du placebo pour environ 200 d'entre eux, et ils se titrent sur une période de 2 semaines, puis ensuite 3 semaines. Donc on retrouve la même méthodologie que celle qui a été utilisée dans l'étude précédente. Et là, cette fois-ci, il n'y a pas d'amélioration du placebo sur la douleur, mais par contre, il y a l'amélioration sur la qualité de vie. Donc ça conforte ce qui a été dit antérieurement. Donc, pour terminer, je voudrais juste évoquer l'utilisation des cannabinoïdes dans les soins palliatifs chez le patient cancéreux. Il y a une revue systématique et une méta-analyse sur cela qui a été faite en 2018. Et sur 537 patients qui ont été évalués pour la douleur, qui est essentiellement une douleur nociceptive et neuropathique, eh bien, les 118 patients du groupe cannabinoïde, c'est-à-dire 30%, sur les 387, et seulement 22% du groupe placebo décrivent une réduction d'au moins 30% de la douleur. Donc là, ça irait plutôt en faveur d'une amélioration de la douleur. Cependant, la conclusion reste encore très réservée, dans la mesure où les conditions de cette étude sont limites. Donc, ce que j'aurais tendance à dire et plutôt à suivre, c'est cette revue qui a été faite par Mélis, qu'il a publiée en 2017, qui disait que depuis que la consommation de cannabis a beaucoup augmenté, eh bien, les pathologies induites par l'usage quotidien du cannabis ont beaucoup augmenté. Nous ne connaissons pas les conséquences neurobiologiques d'un usage chronique du cannabis au long cours, mais est-ce un réel problème chez un patient cancéreux en fin de vie? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Qu'en est-il de son utilisation potentielle dans la douleur aiguë rebelle lorsque le patient peut être éventuellement en rémission et en rémission de longue durée, ce qui est de plus en plus fréquent avec les nouvelles technologies anticancéreuses. Et nous pouvons déplorer que nous n'avons pas de modèle animal que nous pourrions utiliser pour mieux comprendre les effets au long cours du cannabis inhalé, puisque la technologie ne nous permet pas à l'heure actuelle de pouvoir le faire. Et par ailleurs, je tiens à souligner que nous n'avons aucun antagoniste spécifique du cannabis utilisable chez l'homme. Donc, difficulté aussi de faire des études puisque nous n'avons pas d'antidote. Donc, en conclusion, cannabis médical pour ou contre traiter la douleur du cancer, eh bien, les données me semblent et nous semblent insuffisantes et modestes sur l'efficacité.
Chez le patient cancéreux, il y a de nombreuses interactions médicamenteuses et donc il est probable que pour certains patients, le cannabis interagit et aurait plutôt une action de co-antalgie qu'une action d'antalgie directe. Au niveau des effets indésirables, il semble être relativement modeste à l'heure actuelle dans l'état des études qui ont été faites. Pour le cannabis fumé, la biodisponibilité est relativement faible et les effets toxiques pulmonaires peuvent être importants. Donc ça pose quand même problème. Et puis, je voulais aussi attirer le fait, j'en ai parlé au début, que chez l'adolescent et chez le jeune adulte, les lésions qui peuvent être induites par le cannabis sont souvent irréversibles. Enfin, les produits du cannabis médical, industriel, n'ont pas fait pour le moment une preuve réelle de leur efficacité dans le traitement de la douleur. L'action du cannabis est certaine sur la douleur, mais peut-être pas directement sur la douleur, mais au travers de son action sur les autres antalgiques qui sont prescrits de manière concomitante. Et donc, le cannabis ne pourrait pas être de toute façon un traitement seul de la douleur du cancer, mais en association avec les autres traitements antérieurs pris par le patient. C'est ce que nous pouvons dire à l'heure actuelle sur cette revue de la littérature. Merci à tous les deux pour ces présentations. Je crois que Nathalie Richard voulait faire un petit complément. Un petit complément par rapport, vous avez beaucoup parlé aussi du cannabis fumé, effectivement avec les effets délétères. Alors c'est vrai qu'on le verra cet après-midi par rapport à un peu la revue qu'on a fait au niveau de certains pays européens. Ce qu'on voit, c'est qu'en majorité quand même, dans la majorité des pays qui nous ont répondu, ce qu'on voit, ce n'est pas du tout la voie fumée qui est prioritaire et même qui est, voire, par exemple en Italie, qui est interdite en tous les cas dans le cannabis thérapeutique. La première voie d'utilisation du cannabis thérapeutique, c'est la voie orale, et voire la voie inhalée, mais plus par, entre guillemets, vapotage. Mais c'est vrai que le fait de fumer, en tous les cas, fumer du cannabis, même, par exemple en Australie, c'est également quelque chose qui est proscrit, en tous les cas en théorie. C'est vrai que dans les faits, je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tous les cas en théorie, quand le cannabis thérapeutique a été mis en place dans différents pays, c'est la voie orale qui était vraiment privilégiée. Et même, je vous dis, même quelquefois, la voie fumée qui a été complètement proscrite. Alors c'est vrai que par contre, on voit qu'aux Pays-Bas, où quand même il y a du cannabis thérapeutique depuis un petit bout de temps, par contre là, on a un petit peu... c'est beaucoup plus large en termes de voies d'administration. Mais c'est vrai qu'on verra aussi quelles sont les différentes possibilités pour utiliser du cannabis, qui n'est pas forcément donc le cannabis, la plante directement elle-même, on en parlera ici également. Mais c'est vrai que voilà, c'était juste une précision par rapport à ça. Et on est tout à fait d'accord sur le principe de dire que la voie fumée n'est pas une bonne voie pour administrer le cannabis thérapeutique. Merci. Bien écoutez, on a du temps pour échanger avec vous. Marie Geoffrey, oui. Merci beaucoup pour vos présentations. Donc, moi, je suis sociologue. Bon, je fais un peu d'épidémiologie, mais je n'ai pas de compétences particulières dans vos domaines. Mais j'avais quand même quelques questions. Donc, à ma connaissance, vous faisiez un parallèle dans votre présentation, Madame Trouvin, sur le fait qu'on pouvait risquer d'être confronté à une épidémie de cannabis, qui aurait un peu sur le modèle de l'épidémie d'opioïdes à laquelle est confrontée les États-Unis. Alors, à ma connaissance, mais je pense que les séances qu'on va avoir par la suite vont le montrer, mais je ne pense pas que les pays qui ont à ce jour légalisé le cannabis médical aient été confrontés à une épidémie de ce type. Donc, je pense que ce serait vraiment important de pouvoir documenter cette question, parce que c'est vrai que c'est une question importante. Et d'ailleurs, sur cette question-là, je voulais mentionner les travaux d'une équipe canadienne, une équipe de l'UBC, donc de l'Université de British Columbia, et en particulier les travaux de M.J. Milloy, qui vient de publier plusieurs articles sur le fait justement que le cannabis à usage médical pourrait être en partie une solution pour limiter
les overdoses liées aux opiacés. Et donc, en fait, ils font des travaux en épidémiologie qui ont été publiés donc, dans des revues à haut facteur d'impact. Et donc, ils ont mis en évidence l'intérêt donc, du cannabis chez les personnes dépendantes aux opiacés pour limiter les dommages liés, par exemple, au trauma, à l'anxiété, à la douleur. Et donc, en fait, il y a toute une réflexion autour de ça à l'Université de British Columbia. Donc, je pense que ça sera intéressant qu'on puisse bénéficier aussi de ces papiers. Ils sont en train de mettre en place un essai d'intervention contrôlé, randomisé sur cette question-là. Donc, ça, c'était la première, ma première remarque. Et la deuxième remarque, c'est je m'interrogeais donc si apparemment les études auraient un niveau de preuve faible, sur quelle base, dans ce cas-là, les pays qui ont mis en place l'usage du cannabis, quel type d'études ils ont utilisé. Parce qu'en fait, on a quand même des pays de plus en plus nombreux, donc on les a évoqués, on va le voir. Donc, et je trouve que ça renvoie à un autre débat. Alors, les études randomisées sont extrêmement importantes à prendre en compte, surtout à l'ANSM, mais il y a tout un débat actuellement dans le champ de l'épidémiologie, de la santé publique et même de la clinique sur les limites du fait d'utiliser uniquement les essais randomisés comparatifs pour prendre une décision en santé publique. Et on a effectivement beaucoup de décisions importantes en santé publique qui ont pu être prises en s'appuyant également sur d'autres types d'études. Donc voilà les deux questions que j'avais. Alors, la première chose, c'est que l'épidémie d'opiacés n'est pas purement nord-américaine. Je peux vous renvoyer vers des données européennes et très récemment des données françaises dont le professeur Autier vous parlera, je suis sûre, largement si vous le souhaitez. Mais ça, c'est un autre débat, ce n'est pas l'objet de la question. La SFETD a souhaité souligner un risque éventuel et n'a pas proprement prédit une translation, on va dire, d'un problème opiacé vers la cannabidomide. Ensuite, vous soulevez ici le problème de la substitution chez des patients dépendants aux opiacés. La question qui a été posée à la SFETD était de l'intérêt dans le cadre thérapeutique. Nous ne sommes pas du tout dans l'addiction et l'usage éventuel du cannabis comme TSO chez des patients dépendants aux opiacés. C'est une autre question sur laquelle je ne statuerai pas puisque je n'ai pas fait la littérature. Enfin, chaque pays prend ses décisions en fonction de comités comme celui qui nous réunit aujourd'hui. Nous avons souhaité à la SFETD vous apporter la littérature scientifique dont on dispose. Il faudra éventuellement, dans ce cas-là, revoir les prises de position des comités dans les différents pays et les raisons pour lesquelles ils sont arrivés à ces conclusions. Nous avons essayé d'être international dans notre analyse de la littérature. Vous avez vu la position de l'Académie américaine de médecine qui s'est quand même longuement posé la question. Et malgré tout, à ce jour, très clairement, et même les revues de la littérature que je vous ai présentées, qui quand même ont tendance à favoriser le cannabis par rapport au placebo ou un autre traitement actif dans la douleur, ces études ont quand même de sérieux biais méthodologiques que M. Poulain a aussi soulevé dans ce qui est de la douleur du cancer. Et ces biais méthodologiques doivent quand même à chaque fois se faire poser la question de la pertinence du résultat. Merci. Je peux ajouter juste un mot concernant la douleur du cancer. Les réflexions que vous avez données sont tout à fait pertinentes et c'est bien pour ça que j'ai commencé au départ la présentation par dire un peu ce qu'était la douleur du cancer et qu'elle était multifactorielle et qu'elle était multiphysiopathologique aussi, ce qui fait que un traitement par un seul médicament ne suffit pas, qu'il faut une analgésie de type multimodal qui soit à base de médicaments mais également non médicamenteuse. Merci. M. Jaria. Vraiment, merci beaucoup pour ces deux présentations qui, je pense, sont fondamentales pour la discussion. Moi, j'aimerais bien qu'on discute de quelque chose de particulier, à savoir que les études qui ont eu lieu s'adressent évidemment à des douleurs qui échappent au traitement conventionnel, qu'il s'agit de douleurs neuropathiques ou de douleurs dans le cadre du cancer. Or, nous savons aujourd'hui que les thérapeutiques non médicamenteuses, de type neurostimulation médulaire par exemple dans la douleur neuropathique,
de type mixte, c'est-à-dire thérapie intratécale dans le cadre de la douleur du cancer, qui sont des thérapeutiques approuvées, marquées CE, recommandées, sont largement sous-utilisées dans notre pays. Ça, il faut le rappeler, alors qu'il s'agit de thérapeutiques qui ont des hauts niveaux de preuve, qui sont le sujet de plusieurs publications de la HAS également, qui sont régulièrement mises à jour pour bien affiner les indications pratiques, et elles sont largement sous-utilisées, et pas uniquement en France. Donc, je pense qu'on ne peut pas dissocier la réflexion, et là, on parle de thérapeutique où des études randomisées, contrôlées, et récemment en double aveugle, puisque récemment la stimulation peut être administrée sans être ressentie par le patient. Donc pour la première fois, nous avons des études maintenant en double aveugle, stimulateur on, stimulateur off en double insu. Les écarts sur l'échelle numérique de la douleur, le gain n'est pas moins 1,01 versus moins 0,69. Excusez-moi, c'est ridicule. Cet écart significatif, 0,3 points de EVA n'a aucun sens. Je vous parle d'études où le gain en EVA est de 4-5 points. Et pourtant, nous sommes dans une situation de large sous-utilisation et d'indication de ces thérapeutiques. Donc je trouve qu'on ne peut pas aller sur de nouvelles thérapeutiques potentielles qui font débat et qui s'adresseraient à des douleurs vraiment résistantes au traitement conventionnel, alors que nous n'utilisons pas ce qui est disponible pour ces douleurs résistantes au traitement conventionnel. J'aimerais bien avoir votre avis sur cette réflexion. Alors, en ce qui concerne les douleurs, il faut faire attention à la sémantique. Douleur rebelle, c'est une douleur qui est traitée, il y a plusieurs traitements qui sont proposés, et ça ne semble pas fonctionner. Parmi les traitements, et j'ai insisté dessus, il y a les traitements médicamenteux, mais il y a aussi toutes les techniques qui ne sont pas médicamenteuses, parmi lesquelles les techniques médulaires notamment, qui devraient être utilisées beaucoup plus tôt qu'elles ne le sont à l'heure actuelle. Ça, c'est une réflexion qui, à l'heure actuelle, existe au niveau des autorités, puisque il est important, à l'heure actuelle, dans le cadre notamment des problèmes de sédation continue jusqu'au décès, de bien définir ce qu'est une douleur non pas rebelle, mais une douleur cette fois-ci réfractaire. Et la douleur réfractaire, ce n'est pas ce qu'on a vu dans la majeure partie de ces études. Il y a probablement des patients avec des douleurs réfractaires, mais il y a aussi des patients avec des douleurs qualifiées de rebelles, pour lesquelles on peut utiliser à ce moment-là d'autres techniques. Mais c'est vrai qu'il faut toujours mettre en première intention des techniques relativement simples qui marchent bien. Parmi celles que vous avez citées, je suis tout à fait en accord avec vous, il faudrait les utiliser plus tôt et il faudrait les utiliser beaucoup plus qu'elles ne le sont à l'heure actuelle. Mais ça, c'est une question de formation, de sensibilisation et probablement de communication. Et ça, c'est la raison pour laquelle, au niveau de la Haute Autorité de Santé, étant donné les problèmes de la sédation continue jusqu'au décès liés à une douleur rebelle, on est en train d'essayer de réfléchir pour justement positionner ces techniques qui sont un peu oubliées, qui devraient être parmi les techniques les plus importantes dans l'arsenal dont nous disposons. Merci. Georges Brousse et puis ensuite Laure Coppel. Merci beaucoup pour votre intervention, cette présentation, alors qu'elle est un peu hors de mon champ, et merci pour cette clarification. J'ai une question toutefois, étant l'élève également d'Alain Chalier à Clermont-Ferrand, enfin, dans ce qu'il a pu m'apprendre sur la douleur. Sur la composante, on va dire, vous avez fait allusion aux aspects multimodaux de la douleur, et on voit bien, enfin, on aperçoit bien ce dont il peut s'agir dans ces types de douleurs réfractaires, rebelles, dont il a été question. Est-ce qu'il a été, dans ces différentes méta-analyses que vous avez proposées, présentées, est-ce qu'il a été question de regarder plus précisément, de façon modulaire, donc, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, l'aspect psychopathologique de la douleur, l'aspect psychologique de la douleur, et s'il y avait un effet de ces traitements sur des aspects plus psychologiques de la douleur. J'avais souvenir qu'il y avait des questionnaires, alors je me souviens des questionnaires québécois de douleur, où on regardait les aspects plus psychologiques de la douleur. L'aspect, on sait bien le lien qu'il peut y avoir entre anxiété et douleur. Est-ce qu'on ne soulage pas, alors bon, ça semble ressortir quand même globalement dans ce que vous dites,
malgré les bémols que vous avez donnés, peut sortir. Mais est-ce qu'on ne touche pas à la composante anxieuse ou psychologique de la douleur? Je ne veux pas séparer douleur psychique et physique, mais est-ce que ce n'est pas de ça dont il s'agit quand même un petit peu? Si, bien sûr, c'est toute la difficulté dans l'analyse de soulagement d'une douleur chronique, et ça vaut qu'on s'intéresse au cannabis finalement ou n'importe quel traitement pharmaceutique. La question est qu'a-t-on soulagé exactement chez le patient. De plus, on le sait, faire varier une échelle de la douleur si on veut quelque chose de quantitatif, entre 0 et 10 chez un douloureux chronique, c'est extrêmement compliqué, ce qui explique la mise en échec quand même de beaucoup de thérapeutiques, c'est évident. La plus grosse méta-analyse que je vous ai présentée, qui est celle du JAMA, donc de 2015, montre un effet aussi modeste pour les études qui avaient analysé ce paramètre sur l'anxiété, sur la qualité de vie. Il n'y avait pas d'analyse de la fonction. Et là aussi, il souligne les biais méthodologiques de ces mêmes études et un odds ratio en faveur du cannabis qui est lui aussi effectivement plutôt en faveur du cannabis, mais avec un intervalle de confiance prêtant à discussion et à interprétation. C'est évident que chez un douloureux chronique, l'intrication de l'anxiété, d'une pathologie psychopathologique de type événement dépressif aussi, va moduler le ressenti et l'interprétation qu'il va avoir de sa douleur et les chiffres de douleur qu'il va donner lorsqu'on va s'intéresser à évaluer la pertinence d'un traitement. Enfin, les méta-analyses que je vous ai présentées portent exclusivement sur de la douleur neuropathique, et ça aussi j'insiste absolument dessus. On n'est pas en train de parler de tout type de douleur chronique non cancéreuse, et en particulier par exemple des sujets de société tels que la lombalgie chronique. Il n'y a pas eu d'études du cannabis dans ces populations très particulières. Merci. Oui, ça pose la question effectivement de savoir quel impact réellement on attend ou on peut attendre ou on constate avec cet usage du cannabis, qui pourrait être plus un effet sur les émotions, les cognitions, qu'un effet réellement sensoriel. Mais qui n'est pas qui pourrait être thérapeutique en soi. Absolument, on est d'accord. Mais en cela, ça nous bouscule un petit peu dans nos approches plus conventionnelles. Oui, je pense sincèrement que si les études avaient été centrées non pas sur la douleur physique, mais sur une partie de douleur physique, mais également prenant en charge l'anxiété, voire le côté dépressif et tous les autres problèmes que peuvent rencontrer les patients. C'est bien pour ça que j'ai précisé au départ le côté multi-causal de la douleur du cancer. On aurait eu peut-être des résultats plus positifs. Mais il y a quand même 2 études que j'ai démontrées. Pour celles qui se sont intéressées à la qualité de vie, il y a eu une amélioration nette de la qualité de vie, alors qu'il n'y avait pas d'amélioration nette de la douleur. Oui, finalement, ça va dans la suite, et je rebondis. Ma question qui était peut-être aussi justement une question pour l'agence, c'est ça, c'est qu'on a entendu, en tout cas pour la douleur cancéreuse, celle que je connais le mieux, qui avait un effet quand même très modeste en ce qui concerne la douleur, mais un effet réel sur la qualité de vie. Et au fond, c'est vrai que c'est quand même une question, enfin vraiment à mettre en exergue, c'est-à-dire que dans la qualité de vie, il y a les aspects psychosociaux, mais il peut y avoir aussi d'autres aspects comme l'appétit, la prise de poids, etc., notamment chez ces patients en situation palliative. Et du coup, oui, je pense qu'il faut qu'on ait bien en mémoire cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas là peut-être uniquement, enfin c'est normal quand on interroge la SCTD, à vouloir parler des effets qui concernent la douleur, mais qu'il va falloir faire très attention quand on dit thérapeutique, mais c'est thérapeutique de quels symptômes, et on voit bien que si la qualité de vie est améliorée mais pas la douleur, c'est bien qu'il y a peut-être d'autres choses qui sont améliorées. Est-ce que c'est juste les éléments psychologiques, probablement, dans ce qu'on a dit tout à l'heure du soulagement, mais peut-être aussi d'autres éléments. Et donc, je pense que ça va être intéressant d'analyser les études qualité de vie, vraiment domaine par domaine, puisque forcément, on a les données dans ces études. Pour ma part, je me suis cantonné à ce qu'on m'a demandé, douleur-cancer. Il est évident que dans le cancer, et ça sera l'objet, je pense, d'une présentation qui sera faite par Nicolas Jovenin au nom de l'AFSOS, il y a de nets avantages aussi à utiliser le cannabis, notamment les nausées, vomissements, mais également d'autres choses.
Et ça, bien sûr, j'en ai pas fait allusion puisque ça n'était pas le propos de la question qui m'avait été posée. Merci. Juste pour préciser, effectivement, ce CSST, donc la mission de ce CSST, c'est évaluer la pertinence et la faisabilité de la mise à disposition du cannabis thérapeutique en France. Et c'est la raison pour laquelle, donc la question est là. Et effectivement, la raison pour laquelle aussi nous avons mis en place ce CSST, c'est pour prendre en compte toutes les dimensions justement de l'utilisation thérapeutique du cannabis. Et c'est effectivement aussi pour ça qu'il va y avoir un certain nombre d'auditions également de patients et que les associations de patients aussi participent. Bien évidemment, on n'est pas uniquement sur l'aspect, on va dire, bénéfice-risque, même si bien sûr, en tant qu'agence, c'est aussi notre rôle de l'évaluer, mais on n'est pas uniquement sur cet aspect-là et pas uniquement sur les aspects, on va dire, purement études cliniques. On est sur la globalité, on évalue en globalité les avantages possibles du cannabis en thérapeutique, ça c'est clair. Sébir ? Oui, juste pour faire très bref, tout ce qui compte finalement, c'est l'amélioration de la qualité de vie du patient. Que l'échelle de la douleur, qu'il la cote à 3, à 4 ou à 5, ce qui compte, c'est qu'il se sente mieux et que sa vie soit meilleure. Donc je pense que c'est ce qui doit nous guider en fait dans notre réflexion, du point de vue des patients. Cette synthèse très efficace. Précisément, puisqu'on parle de la qualité de vie depuis tout à l'heure, est-ce que dans les études, on précise les éléments de ce qu'on appelle la qualité de vie ? Dans le cancer, le cannabis a été peu étudié et on s'est centré, mais ça je pense que c'est un peu la pression de l'industrie pharmaceutique qui a voulu positionner le cannabis et notamment l'association THC et CBD comme étant un antalgique en première intention et puis ensuite avec d'autres effets. Et donc on s'est centré sur la majeure partie des études sur la douleur. Certains ont évalué la qualité de vie, mais on voit que, je le disais tout à l'heure, tout ce qui est du côté psychosocial n'a pas été évalué dans cette dimension-là. Et je pense, après avoir lu plusieurs publications, que le cannabis peut améliorer certaines de ces situations-là, et la qualité de vie notamment, et ce sur quoi on devrait se centrer. Donc on manque à l'heure actuelle d'études qui sont tout à fait efficaces au niveau douleur, mais également dans toutes les autres composantes où il peut y avoir un bénéfice pour le patient. Et comme vous le disiez, ce qui compte, c'est que le patient aille mieux. Alors, bien sûr, il faut qu'il aille mieux sur le plan douleur, il faut qu'il aille mieux aussi sur le plan de sa qualité de vie, son anxiété et autres. Merci. D'autres remarques, questions ? Oui, Yvan Kakowski. Moi, juste pour enfoncer le clou sur effectivement l'utilisation potentielle un jour du cannabis à visée thérapeutique, c'est que effectivement on a quand même beaucoup d'arguments et de preuves sur le fait que des méthodes thérapeutiques qui sont évaluées comme particulièrement efficaces ne sont pas utilisées. Et beaucoup d'études, on va reparler avec Nicolas Jovenin, de tous les effets sur l'appétit, sur les nausées-vomissements. Aujourd'hui, on a des antinauséeux extrêmement puissants qui souvent, à l'époque, n'étaient pas disponibles sur le marché. Et puis pour revenir sur l'intervention autour des méthodes neurochirurgicales, il y a un panier de soins de support qui a été produit il n'y a pas très longtemps avec une instruction de la DGOS sur deux méthodes fondamentales dans la prise en charge de la douleur, qui sont l'hypnoanalgésie avec un niveau de preuve élevé et l'utilisation des méthodes périmédulaires, soit par stimulation, soit par antalgie. Donc on devrait vraiment insister sur le fait qu'il y a des moyens dont les niveaux de preuve sont extrêmement élevés et qui ne sont pas utilisés actuellement de façon correcte. Alors c'est sûr que c'est plus facile de fumer un joint peut-être que de mettre en place une pompe intratécale, etc. Mais il faut vraiment que dans la prise en charge des symptômes, et notamment de la douleur du cancer, on ait vraiment en tête cette notion d'une utilisation, pour le moment encore en France, un peu en dessous des recommandations de bonne pratique. Très bien. Oui, bien sûr. Je vais encore poser une question pour savoir si j'ai bien compris. J'ai cru comprendre qu'au niveau des douleurs, c'est
quand il y avait un effet positif, c'était essentiellement sur les douleurs neuropathiques. Est-ce que je me trompe? C'est bien ça? Oui, c'est ça. Dans la revue de la littérature, en tout cas, les 8 essais que je vous ai montrés sur le tableau sont, pour 6 d'entre eux, portaient sur de la douleur neuropathique. 2 autres, c'était de la douleur du cancer. Et l'Académie américaine de médecine avait rajouté 2 études qui étaient postérieures à ces 2 méta-analyses qui portaient là aussi sur de la douleur neuropathique. Merci. C'est peut-être lié au fait que ça a surtout été étudié dans la douleur neuropathique. Tout à fait. Ça ne veut pas forcément dire que c'est moins efficace dans d'autres douleurs pour lesquelles ça n'a pas été étudié. Je sais pas, Serge. Il y a eu des études dans la fibromyalgie qui montrent que globalement, c'est pas très efficace ni sur la douleur ni sur la qualité de vie. Là, c'est assez négatif. Hein. Ouais. Est-ce qu'on peut libérer nos collègues? Merci beaucoup de nous présenter ces données.